Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce journal du mardi 19 mai. Au sommaire ce soir, cette question: les fast-foods sont-ils en train de s'imposer durablement dans notre quotidien? Une chose est sûre, ils se multiplient. À FAA, 2 nouvelles enseignes s'apprêtent à ouvrir leurs portes au public. Au-delà de l'impact économique, ces implantations révèlent de nouvelles habitudes de consommation dans un territoire déjà fortement touché par le surpoids et l'obésité. C'est le dossier de la rédaction ce soir. Ce mardi 19 mai marque également l'ouverture de Matari Iraro. Nous irons à Tefare Tauhitinui où la transmission culturelle est au cœur des activités proposées aux élèves. Une immersion pour mieux comprendre l'importance de cette période encore trop méconnue dans notre calendrier. Enfin, c'est une première sur le spot de Ta'apuna à Punaauia. Une étape de la WSL s'est ouverte hier. On vous emmène sur les vagues pour la Toa Pro, où une centaine de surfeurs locaux et internationaux s'affrontent. Au-delà du rayonnement pour notre territoire, c'est l'occasion de favoriser l'accès à l'international pour nos athlètes. On en parle juste après avec Max Wazna, le président de la Fédération tahitienne de surf, et notre invité ce soir. La restauration rapide est-elle donc en train de changer nos habitudes alimentaires? La question se pose alors qu'à FAA, 2 nouvelles enseignes vont bientôt ouvrir leurs portes, symbole d'un secteur en pleine expansion sur l'île de Tahiti. Si ces implantations représentent aussi des emplois, elles soulèvent également des questions de santé publique majeures alors que notre territoire est touché de plein fouet par l'obésité, une obésité qui touche malheureusement de plus en plus d'enfants au Fénois. C'est le dossier de la rédaction. Il a été préparé par Athéna Milcam et Jeanne Tinoroua. Regardez. À la croisée des chemins, dans une commune de plus de 29 000 habitants, le nouveau Burger King de FAA se laisse déjà apercevoir depuis la route. À moins de 2 km, un autre chantier attire lui aussi les regards, celui du futur McDonald's. Aujourd'hui, Tahiti compte plusieurs emplacements McDonald's, sans compter le comptoir du centre commercial de Punaauia, ainsi que 2 Burger King. Sur la carte, les enseignes existantes côtoient désormais celles en cours de construction. Pas de quoi effrayer certains commerces de restauration installés à proximité. Ici, on défend une autre gamme de produits, une autre clientèle et surtout des habitudes bien ancrées. On a du poulet citron à tinto et du poulet à grue douce. Pour McDo et Burger King, non, ça ne nous gêne pas parce qu'eux ne vendent pas ces menus, ce que nous en vendons. Et on a nos clients fidèles. Festin, nous on mange plutôt à la roulotte. Hein. On est habitué à cette roulotte. Hein. On a même le numéro, on fait notre commande, on récupère. Hein. Sur le plan économique, l'implantation de ces 2 enseignes s'accompagne aussi de recrutement. Une facette positive pour certains habitants de la commune, notamment les jeunes à la recherche d'un emploi près de chez eux. C'est pour moi que les jeunes ont du travail et c'est un nouveau concept aussi sur Tahiti, fait sur FAA. On a plein de référents qui sont venus pour nous demander si vraiment on veut postuler. J'ai postulé pour Burger King et je suis en liste d'attente. C'est juste à côté de chez mes parents, quoi. Faute de réponse favorable aux sollicitations de notre rédaction, difficile de dresser une photographie complète du secteur. Mais les données économiques disponibles donnent déjà une idée de son poids. Selon les données croisées de l'ISPF et de la DICP disponibles dans le Dixit 2026, en 2024, les McDonald's de Papeete, Punaauia et Arué affichaient chacun plus d'1 milliard de francs de chiffre d'affaires annuel. Des estimations qui confirment que ces enseignes s'inscrivent désormais dans les habitudes de consommation. Toujours selon ces données, le McDonald's de Papeete comptait plus de 50 salariés. Ceux de Arué et de Punaauia comptaient chacun plus de 20 salariés. Mais ces gros chiffres se heurtent aussi à une image moins dorée, celle de la malbouffe. Car si le fast-food est souvent défendu comme une solution pratique, rapide, parfois même moins chère, son essor interroge dans un territoire où les maladies chroniques liées à l'alimentation pèsent déjà lourd. On est déjà habitué à la malbouffe quelque part. Je dis bien quelque part. On l'a accepté.
Et après, je dirais, c'est plus une éducation que l'on donne à nos enfants. McDo, c'est pas tous les jours, c'est une fois par semaine ou une fois dans le mois. Mais moi, je vous avoue honnêtement, en tant que mamie, ça m'arrange par moment d'avoir McDo, surtout quand je suis en panne d'inspiration de faire le matin. Se faire plaisir de temps en temps, c'est pas une problématique, mais c'est devenu l'abondance de fast-food sur un kilométrage assez réduit qui fait qu'on est en train de banaliser ce type d'alimentation et qu'au lieu de devenir une alimentation occasionnelle, plaisir, elle devient un peu la solution facile à l'alimentation parce qu'on pense que c'est moins cher, parce qu'on pense que ça va plus vite et parce que voilà, comme on vit à 1000 à l'heure, voilà, on se dit c'est rapide d'avoir la voiture, d'aller récupérer sa nourriture, mais on n'a pas conscience de l'impact sur la santé que ça peut avoir. Le fast-food est-il vraiment la solution la plus facile et la moins chère? Pour 2 personnes, notre diététicienne agréée a proposé un comparatif. D'un côté, une recette simple autour de rillettes de maquereau, concombres et pain complet pour environ 1760 francs. De l'autre, un menu emblématique et le menu le moins cher d'un fast-food de la place pour 2100 francs. Et les exemples de recettes équilibrées, rapides à préparer et accessibles sont de plus en plus nombreux. Reste que derrière la question du prix ou de la praticité, c'est un enjeu sanitaire plus large qui se dessine. Le problème de ce type d'alimentation, c'est qu'on a très peu de fibres dans le repas, donc une satiété qui ne va pas être comblée sur le long terme. Donc on va avoir très rapidement faim après un repas qui nous aura coûté quand même une certaine somme. Et ce sont des produits qui sont remplis de graisses saturées, donc de mauvais gras pour la santé cardiovasculaire, etc. et de sucre. Donc on connaît déjà les problématiques de diabète sur le territoire et ça ne fait qu'empirer. On a quand même aussi un public ciblé qui est les enfants et du coup ça a fait que notre population elle est malade de plus en plus jeune. Et les chiffres ne font que confirmer les tendances observées par les professionnels de santé. En Polynésie française, 75% des adultes sont en surpoids, 48% des adultes sont obèses. Et l'obésité est un facteur de risque majeur pour le diabète, les maladies cardiovasculaires, mais aussi pour certains cancers. Aujourd'hui, le phénomène arrive très tôt. Chez les jeunes, 1 adolescent sur 2 est en surpoids et 1 adolescent sur 4 est obèse. Par conséquent, les maladies arrivent de plus en plus tôt. Dans ce contexte, la question n'est pas de culpabiliser les consommateurs de fast-food, mais son essor rappelle une réalité. Plus l'offre est présente, visible et accessible, plus elle peut s'installer dans les habitudes. Voilà pour le dossier de la rédaction, direction Papara maintenant. Où les chapiteaux publics sont-ils encore sûrs pour accueillir la population? 2 structures, celle de Hotumaru et le chapiteau du marché municipal qui est en bord de route, sont aujourd'hui fermés au public pour des raisons de normes et de sécurité. Résultat, la vie culturelle et économique locale se retrouve fortement impactée, mais la commune tente d'y remédier. Voyez ce reportage de Sam Teinaoré. Ces bâches sont retirées et ces poteaux bientôt démontés. Le chapiteau de Hotumaru est fermé au public depuis plusieurs mois suite à une expertise du sol. Il a été décidé de déplacer la structure sur le terrain de football adjacent. Le chantier de démontage a débuté. Selon la commune, le coût des études techniques et des travaux sont estimés à 7 millions de francs. L'urgence actuellement, c'est de pouvoir faire bénéficier de la population de Papara le chapiteau de Hotumaru pour les festivités du Heiva. Organiser un Heiva sans structure couverte paraît difficile à Papara. La commune est régulièrement touchée par les intempéries et les groupes de danse comme les organisateurs craignent déjà des complications. Donc avoir un Heiva à Hotumaru sans chapiteau, c'est un peu compliqué. Autre structure interdite d'accès, ce deuxième grand chapiteau, il accueillait le marché municipal. Le site est fermé depuis le 9 février. L'infrastructure initiale a été modifiée au fil du temps. Des casquettes ont été rajoutées, du béton coulé sur des vis normalement apparentes à la base des poteaux. À cause de ces aménagements, la structure ne répond plus aux normes de sécurité d'origine. Un cadeau empoisonné pour le nouveau Tavana. Il a été interdit d'occuper ce chapiteau et donc on suit la réglementation, donc on ne peut pas accueillir du public. Donc ça c'est à voir avec la DCA. Il y a la possibilité d'accueillir provisoirement, avoir une dérogation pour un événement, donc une demande à faire 1 mois à l'avance. Une possibilité que le maire écarte en attendant une solution pour ne pas engager sa propre responsabilité en cas d'accident.
Place maintenant à la transmission culturelle. Ce 19 mai marque le coup d'envoi des festivités du Matari'i Raro. Pour l'occasion, la Maison de la Culture accueille cette semaine des élèves du primaire et du collège. Objectif, transmettre les repères, les légendes et les savoirs liés à cette période encore trop méconnue du calendrier traditionnel polynésien. Le reportage de Veimiti Erlo et Rarho Mahaashiong. C'est le début de Matari'i Raro. Pour marquer ce changement de saison, Te Whare Tauhiti Nui accueille dès aujourd'hui des élèves de la maternelle au collège. L'objectif, redonner vie aux symboles oubliés de notre calendrier traditionnel. Et donc la fleur orange de Ate annonce le retour des baleines dans nos eaux et aussi le retour des vents dominants qui annoncent donc les départs des grandes navigations. Le pauma, c'est un peu l'objet phare de cette saison, puisqu'elle fait le rapport avec le vent, voilà, la saison des vents. On attend plus de 1500 scolaires sur ces 3 matinées. Parmi les ateliers, l'initiation à l'ethnoastronomie. Les enfants apprennent à décrypter la voûte céleste polynésienne pour y repérer les légendes d'autrefois. L'objectif de cet atelier, c'est d'amener les enfants à lever les yeux vers le ciel et d'apprendre à repérer dans le ciel les constellations polynésiennes et surtout essayer de comprendre pourquoi on appelle la saison Matari'i Raro. Et puisque Matari'i est en dessous l'horizon, essayer de trouver d'autres référents. Et notamment la constellation du Scorpion, Te Uahiro, de présenter des légendes qui vont permettre de concentrer l'intérêt des enfants, les faire rêver un petit peu. Une immersion qui séduit les enseignants avec des outils qu'ils peuvent reproduire en salle de classe. Car si la saison de l'abondance est souvent célébrée, Matari'i Raro reste trop souvent la grande oubliée. On parle beaucoup de Matari'Nia, on ne parle pas assez de Matari'i Raro. C'est de leur expliquer que on boucle la boucle. On démarre par Matari'Nia et on finit par Matari'i Raro. Et les deux sont tout aussi importants l'un que l'autre. Et sur le terrain, la transmission fonctionne à merveille. Loin des tables et des cahiers, les élèves découvrent une culture vivante et concrète qu'ils partageront fièrement une fois rentrés à la maison. Quand je suis en classe, tu restes assis sur une chaise, tu as à travailler, à réfléchir, à faire des maths. On apprend un chant, du coup on peut le chanter quand on veut, on peut l'apprendre à nos proches. Les ateliers scolaires se poursuivent jusqu'à jeudi, mais le point d'orgue de cet événement aura lieu demain soir avec la grande cérémonie officielle de ce Matari'i Raro. En surf, qui succédera à Tia Zebrowski et Kaoli Vast, les grands gagnants de la Toa Pro 2025. L'édition 2026 s'est ouverte hier et pour la première fois sur le spot mythique de Ta'apuna, Apuna Auya, une étape du circuit qualificatif de la WSL à domicile pour nos surfeurs locaux. Et déjà, ils ont brillé ce matin sur les vagues, comme nous le montre Nicolas Pérez. Le soleil et les vagues étaient au rendez-vous à Ta'apuna qui accueille depuis hier la 2e édition de la Toa Pro. Une épreuve de surf importante qui compte pour le championnat régional Hawaï-Tahiti de la World Surf League. Franchement mémorable, des conditions incroyables depuis ce matin, il y a des tubes dans tous les sens, des bonnes notes, autant chez les garçons que chez les filles. Et de toute façon, on savait le potentiel de Ta'apuna, que c'est une vague de classe mondiale. Sur la centaine de surfeuses et surfeurs inscrits, plus d'une 60aine de locaux avaient coché ce rendez-vous dans leur calendrier. À l'image de Kiara Gould qui se qualifie pour les quarts de finale prévus demain. Ouais, c'est trop bien qu'on a une compétition à Ta'apuna ici à Tahiti, ça fait trop du bien de ne pas avoir à voyager et dépenser beaucoup d'argent, du coup c'est juste ici à la maison, c'est trop bien. Face aux Hawaïennes, la surfeuse âgée de seulement 15 ans n'a pas tremblé. En vrai, je ne savais pas trop me placer parce que c'est que ma 4e fois à l'eau ici. Mais ouais, elles sont très fortes et quand même assez intimidantes, mais ça va. Pour sa compatriote Reipoe Chapelier, tout ne fut pas simple, mais le travail est fait. C'est bien. Première vague, je tombe, je casse ma planche. En plus, c'était ma meilleure planche. Du coup, ça m'a mis un coup mentalement. Mais j'ai essayé de ne pas y penser, d'essayer de m'amuser, après prendre plus de vagues. Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'erreurs, je suis tombée, j'étais pas vraiment dedans. Après, je viens pas souvent surfer ici, donc
C'est un peu dur, mais ça va. Les deux surfeuses tahitiennes rejoindront en quart de finale Kohai Fierro, Miliani Simon et Elan Vast. Chez les garçons, les favoris sont au rendez-vous pour succéder au vainqueur de l'année dernière, Kaoli Vast. Et pour y parvenir, Tikanui Smith cherche d'abord à se faire plaisir. Chacun a sa stratégie. Il y en a qui attendent les bonnes, il y en a qui continuent de prendre des vagues. Moi, ma stratégie, c'est m'amuser. Essayer de m'amuser comme à la maison, comme s'il n'y avait pas de compète. Et puis, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis, quoi. Les sourires et les vagues devraient encore être présents dès demain pour les phases finales de cette Toa Pro qui s'inscrit désormais dans l'élite mondiale. Et le président de la Fédération tahitienne de surf est notre invité Max Wazna Yaorana. Yaorana, Sophie. Merci d'avoir accepté l'invitation de TNTV. On l'a dit, c'est donc la première fois qu'une compétition de circuit de la WSL se déroule sur le spot de Ta'apuna. C'était important de mettre en lumière ce spot. Ça représente quoi cette première pour Ta'apuna? Il faut rappeler aussi que dans l'histoire de Ta'apuna, c'est toute une histoire et c'est une belle vague. Et il y a VTA David Poto qui vient de Ta'apuna, qui était le premier professionnel. Ensuite, la Ta'apuna Master, depuis 1994, elle s'est déroulée là chaque année. C'est une super compétition locale et tout, donc elle méritait d'être mise en avant. Et il y avait un besoin aussi derrière pour que Tahiti s'impose un peu plus sur le circuit de Tahiti Nui à Hawaï, parce que quand on va à Hawaï, on n'a pas beaucoup de place. Donc, faire commencer le championnat ici, et notamment avec Ta'apuna. Parce qu'il faut dire que là, ce sont les qualifications régionales. Hein. Tout à fait régionales, qui permettraient aux 10 premiers en moyenne, que ce soit hommes en femmes dans les 5 premiers, monter au Challenger Series, qui est la deuxième division, pour être sélectionnés ensuite sur le même circuit pour aller dans le CT comme Kaoli, Wahine et Tia Zebrowski. Cette reconnaissance un peu de la WSL pour le spot de Ta'apuna, finalement, est-ce que c'est un peu l'héritage des JO, les conséquences des JO à Tahiti? Oui, il y avait plusieurs choses. D'abord, l'héritage, Kaoli nous a montré aussi qu'il a gagné les JO, médaille d'or, donc il fallait que le surf polynésien derrière surfe sur cette voie-là, c'est le bien, on peut dire ça, mais aussi qu'il y a beaucoup de talent chez nous. Et une nouvelle génération, même les anciens, et on a vu pour la Ta'apuna, beaucoup d'anciens sont venus, comme Tikanui Smith, qu'on a vu. Matei Drole, qui est le prince de Teahupo aussi, était là, est toujours qualifié. Bon, voilà, donc on est super contents. Et on a nos jeunes, nos tout jeunes du projet Héritage qui ont bien surfé, et il y en a certains qui sont toujours en course aussi. Et on imagine aussi que la stratégie, Max, au travers finalement de cette étape de la WSL à Ta'apuna, c'est l'accueil, c'est que nos athlètes puissent être repérés pour grappiller des points finalement plus facilement à domicile en fait, pour monter à l'international. Disons qui c'est démarre. C'est la stratégie de la fédération. Exactement, c'est le strategic block de surfer ici à domicile permet déjà de se mettre en confiance, de voir un peu le niveau et aussi de mettre Ta'apuna, c'est une vague que beaucoup de locaux connaissent et un peu moins peut-être les étrangers, mais c'est une vague aussi qui permet de scorer très vite. On a eu par exemple aujourd'hui, on a eu plusieurs vagues qui dépassaient les 9 points sur 10. Et donc, c'est une vague qui est très appréciée, mais en même temps, ça permettait vraiment à nos athlètes d'être parmi les meilleurs pour pouvoir gravir le maximum de points avant d'aller affronter les vagues de Hawaï. Parce que c'est compliqué d'aller à l'international. On sait que pour l'élite, le haut niveau, c'est aussi une réalité financière lourde. Aujourd'hui, quelles sont les chances pour nos athlètes locaux de pouvoir rêver grand finalement? Disons que la fédération prend toute sa place dans l'aide des athlètes de soutenir, au lieu de soutenir uniquement financièrement pour partir à l'étranger, pourquoi pas soutenir un peu plus en grand nombre et de le faire ici. Mais en même temps, c'est aussi ça rapportera aussi un niveau économique au pays parce que les étrangers venir ici, ils dépenseraient ici. Donc, ça permettrait d'avoir un équilibre à ce niveau-là et nos athlètes d'avoir ce soutien et surtout à domicile devant sur sa vague, avec la population qui les encourage. Donc, ils ont tous les moyens de pouvoir s'exprimer convenablement. Et la Toa Pro, après Ta'apuna, se déplace à Papara, il faut le dire, du 25 au 30 mai. J'aimerais parler un peu de cette actualité autour de Wahine Fierro. Maintenant, la jeune surfeuse a dû faire face à un incident lors de la 3e étape du circuit mondial en Australie avec la présence d'un requin bulldog près de la zone de compétition. Quand on voit ce genre d'incident se dérouler au plus haut niveau mondial, est-ce que ça rappelle aussi à quel point ce sport reste imprévisible et exposé aux dangers de l'océan malgré toutes les précautions qui sont prises? Oui, en disant qu'en Polynésie, revenant en Polynésie, on a cette chance-là qu'on est quand même assez béni des dieux. Bon, tout se passe assez bien et que
voilà, l'eau est claire ici, donc c'est beaucoup plus facile. Mais on a un lagon qui est déjà bien peuplé de poissons, donc je pense qu'il ne va pas nous embêter beaucoup. Mais on n'a pas aussi trop de requins dangereux. Mais voilà. Donc je pense qu'on a de la chance et Vahiné, heureusement, on a de la chance. Mais voilà, c'est tout un programme aussi et surtout de la sécurité autour. Nous ici, ça va, on a toujours la sécurité, mais voilà, je pense qu'on a une qualité de vague et donc on est béni des dieux. Ça fait tout. Sportivement, donc cette étape australienne a également marqué l'élimination malheureusement de Vahiné Fierro et de Kaoli Vast. Il n'y a donc désormais plus de Français ni de Polynésiens encore en lice sur cette manche du Championship Tour. Après une élimination sur une étape du circuit mondial, qu'est-ce qu'ils font ces surfeurs, nos surfeurs? C'est quoi la suite pour eux? Ils retournent à l'entraînement? Ils s'entraînent encore plus dur pour pouvoir voir. Et ils étudient beaucoup où ils ont pêché, de retravailler. Par exemple, Kaoli, ça s'est passé vraiment à un cheveu. Voilà. On est content qu'elle a pu passer un round. Donc, elle reprend confiance et elle avait dit c'est une machine aussi. Et donc, là, ça met en place. Mais elle est toute jeune, encore 15 ans. Et Vahiné, elle est en pleine confiance. Elle passe les étapes facilement, un peu plus facilement, on va dire. Mais ça s'entraîne dur et c'est du mental, c'est du travail physique et aussi du soutien. Et aussi, il voit qu'on fait la QS ici à Tahiti. Je pense que ça leur donne encore plus de boost. Beaucoup d'énergie et de boost. Voilà pour l'actualité de nos surfeurs de haut niveau, de nos surfeurs locaux qui donc s'affrontent pour la Toa Pro qui, je le rappelle, se déplacera à Papara du 25 au 30 mai. Mais là, ça se passe sur le spot de Ta'apuna. Je voulais juste rajouter qu'il y aura aussi, en plus du longboard à Papara, qui fait partie du Qualifying Series, QS de longboard, qui va une préparation aussi pour les Jeux du Pacifique l'année prochaine. Donc, on sera déjà en train de travailler sur ce challenger en vue des Jeux du Pacifique. Voilà, merci beaucoup. On ne manquera pas de suivre également cet événement. Merci Max Wazna d'avoir été notre invité ce soir pour toutes ces précisions. Et après le surf, place au savoir-faire des artisans dans ce journal. L'art des Australes s'invite au Rarumatei. Depuis hier, le hall de la gare maritime d'Uturua à Reiatea s'est transformé en véritable vitrine de l'artisanat des îles du Sud. Entre tressage traditionnel, création artisanale et transmission culturelle, l'exposition met à l'honneur le travail minutieux des artisans, comme nous le montre ce reportage réalisé par notre correspondant Roni Moufat. Des paniers tressés au chapeau, des porte-monnaies aux éventails en passant par les bandoulières, l'exposition a transformé ce lieu de passage en véritable espace culturel. Un travail unique propre aux îles australes. Près d'1 millier de créations made in finnois sont présentées cette année avec une touche d'originalité remarquée, le mariage entre la tradition et le modernisme. Les Matahiapo, ils n'acceptaient pas trop, ils aiment rester dans tout ce qui est traditionnel, mais il y a énormément de jeunes derrière qui veulent avancer, qui veulent créer, qui veulent innover au fait. Puis on a bien fait, le produit marche très bien. Des réalisations tout genre, essentiellement à base de feuilles de pandanus. Chaque objet peut demander plusieurs jours de travail, parfois plusieurs semaines, surtout lorsqu'il s'agit de la coloration des fibres, une étape délicate qui exige patience et maîtrise. Ça prend du temps parce que pour avoir de la couleur vert ou même le rouge, il faut cuire pour 1 semaine, oui. Parce que le vert, tu as juste à cuire pour 5 jours, ça va. Le blanc aussi, ça va, c'est juste quelques heures, mais le rouge, ça prend 1 semaine. Derrière ces créations soignées se cache aussi une réalité de terrain souvent méconnue. La grande ennemie des artisans du tressage de pandanus, c'est la pluie, un risque permanent qui rappelle que ce métier, aussi beau soit-il, n'est pas de tout repos. Il ne faut surtout pas qu'il pleuve. Si ça arrive, toute la production est perdue et peu importe que vous essayez de le sécher à l'abri, tout va pourrir. C'est ça qui nous inquiète le plus. Au-delà du commerce, c'est une véritable rencontre qui se joue ici. Les visiteurs repartent avec bien plus qu'un souvenir entre les mains. Une histoire, celle d'un savoir-faire vivant ancré dans la culture polynésienne. L'exposition se poursuit jusqu'au 29 mai à la gare maritime d'Uturua. Et c'est avec nos artisans que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste après Ramzi Malouki pour une nouvelle émission Ciné Noui. Enfin, ce sera suivi des aventures de Koh Lanta. Excellente soirée à tous. On se retrouve demain, même heure, même place pour de nouvelles actualités. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.